étaient des rois dits baptisettes. On a fait des recherches là-dessus. Mais dit baptisette, on s'est toujours posé la question, c'est est-ce que c'était pas le genre Jean-Baptiste, roi, dit baptisette, là, tu sais, là. Bonjour, M. Roy. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien. En lisant vos livres, je me suis rendu compte que vous avez été un touche-à-tout tout au long de votre vie. Vous avez fait de l'élevage, de l'apiculture, de la culture. Vous avez été garde-chasse, garde-pêche, chasseur, pêcheur, sculpteur. Oui, dans la vie, à un moment donné, il faut toucher un peu à tout hein, pour gagner notre vie. Là. Si tu n'as pas un gros métier, j'imagine qu'il faut que tu en touches à beaucoup. Justement, vous n'avez pas eu de métier particulier. Est-ce que vous êtes allé à l'école? En fait, je suis allé à l'école pour devenir électricien. Il y avait une école à Saint-Gabriel ici qui s'appelait l'École d'art et métiers. Il montrait 3 métiers, je pense, le bois, l'électricité, puis le travail du métal. J'ai opté pour l'électricité, ça me semblait plus facile. Entre-temps, je me suis sauvé à Toronto. Je suis allé travailler à Toronto pour perfectionner la langue anglaise, ce qui était difficile à faire ici à Mandeville. Et puis, je n'ai pas travaillé. J'ai travaillé une journée comme électricien. Il faut croire que mon anglais n'était pas assez bon parce que le lendemain, je ne suis pas retourné. Quand vous étiez enfant, est-ce que vous habitiez dans le village de Mandeville? Oui, on demeurait à l'entrée du village. Est-ce que vous pourriez me décrire votre maison d'enfance? Oui, j'imagine que la première maison où je suis né, c'était dans le centre du village. C'était une maison à 2 étages sur la rue Desjardins. Maintenant, on se demande comment ça se fait qu'elle ne s'est pas écroulée parce qu'il y a peut-être une quarantaine d'années que c'est inhabité. Ensuite, dans le temps, mon père a bâti une autre maison, un petit peu plus loin, toujours sur la rue Desjardins. Puis là, on était un petit peu éloigné du centre-ville. Et puis c'est là qu'on pouvait, de la galerie, on pouvait tirer de la carabine, on pouvait garder des animaux à l'extérieur. Non, c'était plaisant pour un gars de la campagne. Aller à la pêche pas bien loin de la rivière, là, tu sais, là. Ça nous tenait occupés. C'est là que vous avez commencé avec des moufettes, l'élevage des moufettes? Oui, c'était ça qui était le plus... C'était l'animal qui était le plus commun chez nous, là, tu sais, plus facile à capturer, sauf qu'il y avait des avantages, naturellement, à capturer des moufettes. Mais je m'étais construit une espèce de cabane, là, en broche avec un sous-sol pour que la moufette puisse se coucher ou se cacher, si vous voulez. Puis à un moment donné, je suis venu à en avoir plusieurs, 4-5, quelque chose de même, là, dans l'arrière-cour. C'était assez plaisant. Ah oui? Oui, oui. Pour moi, pour le jeune que j'étais, là, tu sais. Aviez-vous des amis? Oui. Oui, oui, j'avais des amis certains parce que je pense que c'était une attraction pour moi. Ou c'est peut-être que c'était mes moufettes qui étaient le point d'attraction. Là, tu sais. Ils venaient chez nous pour voir les moufettes. Là. C'était pas n'importe qui pouvait regarder des moufettes. Là. J'imagine, oui. Dans votre livre, à un moment donné, vous vous décrivez comme un petit délinquant. Bien, fils unique, peut-être que ma mère était plus permissive, tu sais, à mon égard, là. Je me souviens, je fais rire les enfants aujourd'hui parce que, en étant fils unique, en fait, il faut mentionner que ma mère a eu un enfant, c'était moi, pour des raisons de santé, elle n'en a pas eu d'autres. Mais j'ai bien apprécié mes jeunes années. On pouvait, avec les copains, on pouvait aller colter des lièvres, des perdrix. Dans le temps, on allait à la pêche à la rivière, puis on capturait des moufettes au piège, parce que mon père était trappeur. Il y avait une zone de trappe dans la forêt, puis les pièges étaient accessibles pour moi. Puis en ce temps-là, c'était les pièges à pattes. Prendre une moufette avec un piège à pattes, c'est... faut connaître ça un petit peu, là, tu sais, là. Okay.
faut avoir des connaissances là, de trapage, du moins, pour ne pas se faire arroser à tous les coups, du moins. J'imagine. Justement, votre père était trappeur. Vous aviez un petit chalet, une petite maison loin dans le bois? Ou Oui, vous avez... en fait la famille Roy, c'était des trappeurs de père en fils, de génération en génération. Puis il y avait, dans le temps, il y avait au moins 2 camps de trappe en haut ici. Sur la boutique, c'était un endroit connu sur la rivière Mastigouche-Nord. Puis il y avait aussi au PG, au lac PG, ce qui est le Lys, lac Lys maintenant. Il y avait des camps de trappe rudimentaires, là, tu sais, là. Je dirais que ma mère devait cuire le pain à l'extérieur dans un four à pain miniature. Il n'était pas question de courir en bas pour aller chercher du pain il fallait vivre à même le territoire, que ce soit pour le poisson, la viande, le pain ou ces choses-là. Il fallait le fabriquer nous-mêmes ou le capturer nous-mêmes. Est-ce que vous passiez tout l'été dans les camps de... Non, les camps de chasse ou de trappe, c'est l'automne. Ce qui fait que mon père était multidisciplinaire. Ça veut dire que il y avait eu des aventures où sa santé s'était détériorée. Des bains il avait pris des bains de rivière en plein hiver, puis sa santé ne lui permettait pas de faire des gros travaux comme les bûcherons. Et ce qu'il faisait, c'est que l'automne, c'était la trappe, l'hiver, la chasse aussi, au gros gibier. L'été, surtout le travail pour des clubs d'Américains, parce qu'il faut dire qu'on avait des clubs d'Américains ici. C'est ce qui avait fait vivre Mandeville pour à peu près une centaine d'années. Donc, on pouvait travailler différentes façons pour gagner notre vie. Donc, vous avez suivi les traces de votre père parce que vous êtes allé travailler pour les Américains aussi. Oui, ça c'était de famille, ça, travailler pour les clubs d'Américains. On a tous travaillé. Mon grand-père a travaillé pour les Américains à un club privé. Mon père a travaillé, j'ai travaillé là. Puis 2 de mes filles ont travaillé au club de pêche. Okay. C'était quoi l'ambiance dans les clubs privés? Parce que dans votre livre, vous parlez d'une anecdote sur la baie des Anglais où il semblerait que de la façon que c'est raconté, l'Américain qui vous avait donné l'ordre de prendre le canot ne semblait pas très amical à votre endroit. Bien, le travail d'un guide, c'est de mener l'Américain où il veut. Puis cette journée-là, bien, c'était une journée de grand vent. Et puis, peut-être que je manquais d'expérience aussi, tu sais, là. Puis quand tu as un lac moyennement grand, la houle est un peu forte, puis que mon Américain veut aller à la pêche quand même, le guide doit y aller, tu sais, même si il dit, bon, ben, je vais t'aider si ça se présente mal. Il n'y avait pas de manière qu'il pouvait m'aider, tu sais, parce que l'Américain s'assoit toujours en face du guide quand on va à la pêche. Puis ça aurait été difficile sur un lac avec de la houle de changer de position dans le canot, parce que c'était des petits canots d'à peu près 15-16 pieds au max. Non, il n'était pas désobligeant, sauf que cette journée-là, peut-être que j'aurais aimé mieux rester au camp avec les autres. Tu sais, là. Mais en général, est-ce qu'ils vous regardaient de haut ou c'était amical? Non, c'était plutôt bon enfant. Je ne dirais pas qu'ils nous regardaient de haut. Non, il se créait une amitié entre l'Américain, qu'on mentionne toujours l'Américain, mais en fait, c'est un sportif qui vient dans un club privé, et le guide. Parce que la preuve, c'est que les Américains vont demander le même guide année après année. Il y avait des guides qui avaient travaillé des 30, des 40 ans, peut-être plus, pour le même Américain. Je pense que non, c'était une bonne entente qu'il y avait. Je ne vais pas noter de difficultés avec les Américains si c'était au point de vue de la langue. Peut-être que des fois, on avait un petit peu plus de misère à se comprendre, là. C'est pour ça qu'avec le temps, là, j'ai toujours
reproché à notre système d'éducation de ne pas enseigner assez d'anglais à l'école. Nous laisser aller, là, tu sais, pour apprendre l'anglais par nous-mêmes. Même si on est très, très fiers d'être francophone, je pense que, étant entouré d'anglophones comme on l'est, on devrait, au système d'éducation, donner aux jeunes un minimum d'anglais. Avez-vous fini par l'apprendre, l'anglais? Oui, oui. Je suis allé à Toronto pendant 22 mois. J'ai compté les mois. Puis à un moment donné, j'en pouvais plus. Je suis revenu. Tu sais, les racines fait que tu te ramasses l'arbre. Les racines de l'arbre te ramènent à ton point de départ. Vivre en ville, ça a dû être difficile pour quelqu'un habitué à Mandeville? Partir de Mandeville puis Toronto, c'est bien, bien différent. Par la manière de vivre, par la manière de travailler, puis par la manière de parler. J'ai trouvé ça dur, pour commencer. Puis avez-vous vécu en ville ailleurs qu'à Toronto? Peu autre que Toronto. J'ai connu Montréal parce que à mon retour de Toronto, j'ai travaillé pour la compagnie Pepsi à Montréal. Puis là, on m'a fait carotter la ville de Montréal, de A à Z, juste assez pour m'apercevoir que je n'étais pas faite pour demeurer en ville. Je suis revenu à la campagne. Et c'est là que vous avez commencé à travailler dans les clubs privés? Non, quand je suis revenu, de Toronto, en passant par Montréal, c'était la maladie de l'élevage du vison. Pour une dizaine d'années, j'ai monté une ferme d'élevage de visons qui m'a tenu assez occupé. Merci. 7 jours par semaine à la ferme. On a monté ça jusqu'à 2000 visons dans la cour arrière du 66 des Jardins. C'était quelque chose là, qui me tenait occupé. Le marché du vison étant ce qu'il est, c'était un marché volatile. J'ai mangé ma chemise. J'ai perdu de l'argent. OK, à la fin, après À la fin, oui. Après quand 10 ans. est-ce que le marché a tombé, le marché du vison? Bien, moi, si je me souviens bien, je suis revenu de Toronto, j'avais 19 ans, j'ai travaillé une dizaine d'années là, juste assez pour 37, 47, 57. Dans les années 60, là, disons que ça a été la baisse de la fourrure. Madame Bardot s'en est mêlée. C'est tout... Donc, c'est après ça que vous êtes monté dans les clubs c'est privés? là que l'amour de la forêt m'a attiré plus. Là, je suis allé travailler pour le Club d'Américains ici, là, puis j'aimais ça. Puis après ça, en 71, jusqu'en 71, après ça, en 71, il y a eu l'abolition des clubs privés qui ont fait qu'ils ont fait des réserves fauniques de Mastigouche. Ce que je connaissais, c'était soit la ville ou travailler dans le bois. La disparition des clubs privés, là, je me suis trouvé, il fallait que je trouve quelque chose. Je suis allé travailler pour la réserve faunique de Mastigouche. On m'a engagé parce que je connaissais la forêt un peu, là, tu sais, puis le titre, c'était gardien de territoire, on avait des territoires à surveiller, mais faites-vous-en pas, c'était pas juste gardiennage, on lavait les chaloupes, on transportait les vidanges, on réparait les chaloupes, tu sais, on faisait des ponceaux, des sentiers, le travail manuel, tu sais, là. Ouvrir le territoire, dans le fond. Ouais, ouvrir le territoire parce que c'était un ancien club privé. Là, ça devenait ouvert au public. Il fallait changer complètement le système. C'était plus les canaux que les Américains avaient. Il fallait travailler avec des grosses chaloupes. Il fallait les transporter. Tout se faisait avec des camions, des 4 roues. J'ai même transporté des chaloupes l'hiver en motoneige. C'était plus facile que l'été, naturellement. Hein. Ouais, Qu'est-ce qui est arrivé de tous les bâtiments qu'il y avait dans le club privé?
je dois avouer que beaucoup des bâtiments qui appartenaient aux Américains ont été soit utilisés pour les nouveaux centres à recevoir la clientèle, là, tu sais, les hébergements, mais certains qui étaient disséminés un peu partout ont été détruits, ont été brûlés. OK. On ne pouvait pas garder toutes les camps. Ceux qui étaient, surtout pour un camp en bois rond, c'est pas facile à transporter. C'est plus difficile qu'une maison à charpente ordinaire. Là, tu sais, là. Il y a certaines maisons à charpente ordinaire qui ont été transportées parce que c'était plus facile. Tu sais. Puis, qu'est-ce qui est arrivé à la centaine d'employés du Mastigouche Fish and Game Club quand la réserve Je vous avoue qu'ils ont dû se chercher du travail ailleurs. Les Américains employaient une centaine d'employés, mais la réserve, elle, c'était faite à partir de réservations journalières. La clientèle, la grosse clientèle, entrait dans la réserve le matin, mais elle sortait le soir. Il y en avait qui demeuraient dans les hébergements, mais beaucoup moins. Je dirais que peut-être qu'il y avait 20 de la clientèle qui demeurait, qui couchait là. Mais ça n'a pas employé la centaine de personnes qui travaillaient à Mandeville. Je dirais que peut-être ça a été réduit à 10-12 pour commencer, puis ça a eu tendance à diminuer. Parce que dans une grosse boîte, quand on veut économiser, c'était sur les employés. Vous voyez, les Américains, eux autres, ils employaient un guide par personne. Tandis que le touriste québécois, il prend la chaloupe, puis il va seul. Il sait où il s'en va, il sait le lac parce que c'est bien indiqué, mais de se faire servir par un guide, c'était pas la mode, puis j'imagine que ça aurait augmenté le coût de son séjour. Non, ils ne prenaient pas de guide, eux autres, comparativement aux Américains qui en prenaient. Puis, les bâtiments principaux du Mastigouche Fish and Game Club, est-ce qu'ils sont encore debout? Ils sont encore debout. Ils sont à quel lac? Ils sont encore debout, ils sont au lac... il y a tellement de noms pour ce lac-là. Il y en a qui l'appellent le lac de la Chute. Il y en a d'autres qui l'appellent le lac Simard. Mais il est plus connu maintenant à Mandeville sous le nom de lac de la Chute. Ce sont à l'origine où les Américains partaient de New York, arrivaient à Saint-Gabriel par train. Du train, ils montaient au club en voiture à traction animale, à cheval. Okay. Et puis, de là, ils prenaient leur guide, puis ils allaient à travers le territoire, un territoire d'une centaine de milles carrés, par voie d'eau, d'un lac à l'autre, avec le guide puis le canot. Tandis que maintenant, la réserve a construit, sinon des routes pour aller presque... La réserve et je dirais les compagnies forestières ont construit des routes utilisées par les pêcheurs aujourd'hui. C'est pas de mode que nos pêcheurs aujourd'hui prennent le bois puis ils aillent là. S'ils ont un trail, un chemin, un sentier, c'est plus facile, là, tout près, là, pas bien loin. Là. Les gens n'aiment pas marcher, là, contrairement aux Américains. Puis la pêche est différente aussi. Les Américains aimaient bien la pêche à la mouche. Le Québécois, c'est un pêcheur au lancer léger. Il va aimer sortir du poisson, quelle que soit la méthode. Là. À l'époque des Américains, il n'y avait pas d'ensemencement de truites qui se faisait dans les lacs? Oui, il y avait... contrairement à ce qu'on serait porté à penser, il y avait des lacs qui étaient vierges. Assez qu'ils ont, en 1912 ou 1913, ils ont importé une famille de pisciculteurs au lac de la Roche, ici, pas bien loin, puis ils ont commencé à élever de la truite pour ensemencer dans les lacs qui étaient vierges. Ça, c'est un peu spécial qu'on dise qu'il y ait des lacs de vierge quand aujourd'hui il y a de la truite. Mais c'était le fait. Il y avait. La truite étant assez difficile, si elle ne pouvait pas monter à ce lac-là, c'est bien de valeur, elle ne s'y rendait pas. S'il y avait
des escaliers où on ne pouvait pas monter. L'eau descendait, mais elle ne pouvait pas le monter. Surtout des lacs de tête. Ils ont commencé à ensemencer ces lacs-là avec les alevins, puis ainsi de suite, pour pouvoir donner une chance à tous les lacs de produire. Puis en fait, dans l'histoire, là, le lac Vison, c'en est un, là, qui était vierge. Ils l'ont ensemencé. Puis quelques années après, ils sont aperçus qu'il y avait de la belle truite là-dedans. C'est bien. Comment êtes-vous arrivé à écrire 2 livres, un sur Mastigouche, puis l'autre sur la petite histoire de Mandeville? Est-ce que vous gardiez un journal? Non, j'ai pas gardé de journal, sauf que dans ma période de la réserve faunique de Mastigouche, un des sous-directeurs m'avait demandé de faire des recherches sur l'historique des clubs privés. Parce que faut dire que la réserve faunique de Mastigouche, anciennement, c'était la propriété temporaire des clubs privés, de 40 clubs privés, qui ont été dissous à l'arrivée de la réserve faunique de Mastigouche. Donc, le sous-directeur m'avait demandé de faire des recherches. J'ai passé un hiver avec une enregistreuse à rencontrer des anciens membres de clubs, des propriétaires de clubs, des trappeurs, nomme-les, tout ce qui existait à l'intérieur de la réserve. Puis, sur les fameuses petites cassettes, là, j'ai connu pas mal l'historique de ça, de cette manière-là. On devait en faire un livre, mais ça a fini sur une tablette. Mais moi, j'avais été assez brillant de me garder des copies de ces cassettes-là, puis j'ai dit, peut-être que plus tard, ça pourra servir. Puis éventuellement, quand je suis sorti terminé mon travail pour la réserve faunique de Mastigouche, j'avais du temps libre, quoique j'avais des abeilles, mais ça, c'est entre autres ça, là. Et puis j'ai décidé de... Tu sais, quand tu vieillis, tu dis, peut-être que je pourrais faire ça, puis tu as plus de temps aussi. En étant plus jeune, j'aurais probablement pas osé parce que j'avais peur du candidaton, j'avais peur de me tromper. Puis quand on vieillit, on a moins peur de ces choses-là. Puis c'est là que j'ai décidé, j'avais un peu de matériel pour Mandeville, parce que dans le premier livre, c'est l'historique de Mandeville, c'est que je raconte le début, le pourquoi d'un club de pêche à Mandeville. C'est pas venu, ça, là. C'est pas venu, comment je dirais bien ça? C'est pas venu tout seul. C'est le poisson qui a amené les Américains ici. Puis à un moment donné, tu pouvais gagner ta vie de 3 manières, 4 manières. Soit travailler dans le bois, soit travailler pour les Américains, ou soit être cultivateur. Moi, ma famille, nous, là, il n'y avait pas question, on n'était pas des producteurs, je m'explique. On n'était pas des propriétaires terriens, mais on avait la forêt à nous, là. Et puis, les Américains, eux autres, ils employaient des gens de Mandeville, puis ils employaient des gens qui travaillaient dans le bois, des forestiers, des bûcherons. Et puis, en 1920, dans les années 20, il y a eu un gros feu de forêt qui a brûlé une partie de la forêt à partir de Saint-Michel-des-Saints, puis qui est venu s'arrêter dans le club Mastigouche. Puis là, ça a brûlé beaucoup de bois qui était bon pour la coupe, mais qui a fait du tort aux bûcherons. C'est là le gros moulin qui employait une centaine de personnes. Ici à Saint-Gabriel, la McLaren, ils ont décidé d'arrêter leur exploitation. En arrêtant l'exploitation du bois, ça faisait un paquet de monde, ça, qui se sont cherchés du travail. Puis là, tu te cherches du travail, tu ne peux pas travailler pour les Américains toute la gang.
Fait qu'il y en a beaucoup qui sont partis pour les États-Unis, il y en a qui sont partis pour l'Ouest canadien. Puis là, les Américains, ils disaient, oh, on a un club privé, mais on va manquer de personnel, parce qu'il y a toujours une centaine de personnes qui travaillent pour eux autres. Puis on dit, si ça continue, ils vont tous s'en aller. Fait que c'est là que les Américains ils ont pensé, pour nous tenir occupés, de construire une usine qui éventuellement s'appellera Birchwood. Puis là, ils ont pensé que ça serait bon de nous tenir occupés, mais de faire des sous en même temps. C'est normal, ça, là, que... Ils ont construit la Birchwood. La Birchwood, pour 50 ans, a fait vivre Mandeville. Mais c'est grâce à eux autres. Le curé, à un moment donné, il faut dire que le curé avait participé dans ça. Il avait écrit une lettre au président des Américains. Il avait dit, écoute, là, nous, ça va mal. Si vous pouviez aider notre paroisse, ça nous aiderait à passer en travers des temps durs. Mais ils ont pensé, eux autres, et probablement qu'ils connaissaient plus que donner un poisson à quelqu'un, tu le nourris pour une journée, mais si tu lui montres comment pêcher. C'est là qu'ils ont pensé de construire une usine, puis de faire travailler les gens, avec l'entente. Naturellement, il avait mis un contremaître, le grand patron, c'était un Anglais. Ils ont dit, quand on aura besoin de guide, tu les enverras travailler pour le club. Fait que tous les gars, ils travaillaient à l'usine, ils pouvaient travailler au club. Ceux qui étaient capables, ils allaient travailler dans le bois, en forêt, pour les petits bûcherds qui restaient alentour. Puis c'est ça que pour 50 ans, là, la Birchwood a fait vivre Mandeville, je dirais. Puis c'est de quelle année à quelle année? La Birchwood a été fondée la même année que l'électricité est arrivée à Mandeville. Il y a eu c'était pas une coïncidence. Si on amenait l'électricité à Mandeville, c'est parce que 1931, c'est parce que la Birchwood la faisait venir. Parce qu'il y avait besoin de moulins à l'électricité pour faire marcher ça. Puis qu'est-ce qu'il produisait, la Birchwood? Elle produisait du bois tourné, des petites cannelles, là, des petites cannelles de fil, là, on appelait ça des cannelles de fil. Eux autres, ils ont un autre nom pour ça, des fuseaux, là. Mais nous autres, on a toujours appelé ça la chope de cannelle, là. C'était du bois tourné pour le fil, parce que dans ce temps-là, toutes les cannelles n'étaient pas faites en plastique, elles étaient faites en bois. Puis assez qu'on a tourné, c'était reconnu à travers la province, pour la compagnie qui pouvait tourner du bois. Ils ont tourné, dans le temps, ils ont tourné des pattes de chaise, ils ont tourné des pattes de télévision, tout ce qui était tourné en bois. L'erreur qu'ils ont faite, c'est probablement de ne pas s'aventurer dans le plastique, parce qu'à un moment donné, le plastique, dans les années 50 ans plus tard, de 30 à 80, si vous voulez, là, le plastique avait mangé le bois complètement, puis ils ont fermé boutique, malheureusement. Puis ça a donné toute une catégorie d'artisans à Mandeville? Tout le monde de Mandeville, à un moment donné, a travaillé sur les tours à bois, à couper, à toutes les manières. Il y avait un moulin à scie, là, tu sais, de A à Z. Il y avait même des séchoirs à bois. Puis ça a fait que tout le monde, on dit, hey, moi, je sais comment que ça fonctionne, tu sais, un moulin à scie, pour couper le bois, varloper le bois. On s'est ramassé avec des artisans à peu près à toutes les deux portes qui travaillaient le bois, tu sais, les armoires, puis les chaises, puis les lits, tu sais, nomme-les, là, ils l'ont fait en bois, là. C'était reconnu à travers la province. Les gens venaient de Montréal à Mandeville pour acheter des meubles. Il n'y avait pas juste les meubles qu'on venait acheter à Mandeville. Il me semble qu'on venait chercher des canaux aussi. Oui, il y a eu en fait, il y a eu plusieurs compagnies de canaux à Mandeville. Les Carriers, entre autres, pour ne pas les nommer. Mais je sais que mon père, à un moment donné, avec ses frères, il avait aussi
quand j'étais tout petit, là, il y avait une shop de canots. Là. Mon grand-père fabriquait des canots d'écorce de bouleau. Puis je pense que le fait d'avoir un club d'Américains a fait qu'on s'est ramassé avec des artisans, les Paquettes, les Saint-Jean, tu sais, là, tout le monde travaillait le canot. Parce qu'il y avait un débouché. On était certain qu'on réussirait à aller. Puis c'était le travail du bois pour un paquet de monde à Mandeville. Les canots, là, tu sais, les meubles. Je reviens à la Mastigouche Fish and Game Club. Combien d'Américains pouvaient rester dans ce club-là? C'était plus limité, là. Moi, je dirais qu'il y était peut-être une 50aine de membres, sauf qu'il y avait droit d'emmener des invités. Chaque membre, c'était relativement dispendieux pour nous, peut-être pas si dispendieux pour eux autres, là, parce que c'était des Américains d'une classe assez huppée. C'était des gens qui avaient un siège habituellement à la Bourse de New York. C'était pas des ticus, là, tu sais, là. Ils venaient ici pour se reposer, pas de téléphone, pas de route, une seule route, là, tu sais, pour la plus mauvaise possible pour se rendre en Jeep, pas d'électricité. Pas de femmes? Oui, au tout début, ils emmenaient leurs femmes. Ils n'emmenaient pas leurs femmes au tout début, mais avec le modernisme, quand ils ont commencé à installer l'eau courante dans les chalets ici en haut, là, ils ont emmené leurs femmes. Est-ce qu'ils vous donnaient des pourboires aussi? Oui, les pourboires étaient limités, par exemple. Je me souviens que dans mon temps, les pourboires étaient limités par les règlements du club à 50 sous par jour. 50 sous par jour à l'époque, est-ce qu'on pouvait acheter un pain? Ben le salaire, dans ce temps-là, c'était peut-être 5 ou 6 $ par jour qu'on gagnait. Tu sais, là. Ça vous donne un peu l'idée, là, 10 % à peu près, à peine. Là, tu sais, là. Est-ce que vous étiez logé? On était logés puis nourris, oui. Ensuite, ça a commencé à augmenter, naturellement. Aller jusqu'en 71, la dernière année, là, je pense que les guides gagnaient en 1971 autour de 10 ou 12 $ par jour. Les femmes, eux autres, un peu moins. Ils gagnaient 6 $ par jour, les femmes. Les femmes, qu'est-ce qu'elles faisaient au camp? Ils pouvaient faire l'entretien des chalets. Ils pouvaient faire la buanderie. Ils pouvaient servir aux tables. Même qu'un bout de temps, au tout début, pas quand j'étais jeune au club, que ma mère puis mon père travaillaient comme cuisiniers pour les guides, on avait des vaches. Ils montaient les vaches pour la crème et le lait. Mais dans les dernières années où c'était plus facile de voyager, on voyageait la crème, là, tu sais, là. Ouais. Mais en 71, quand j'ai commencé pour le gouvernement provincial, le salaire comme gardien de territoire pour un gardien de territoire en 1971 était de 2,37 $ de l'heure. Quand vos parents travaillaient au club tous les deux, est-ce que vous alliez au club? Oui, j'avais le droit ils étaient cuisiniers, les autres, 7 jours par semaine. Donc, le bébé, le petit garçon que j'étais suivait. Je me rappelle de m'être promené là, parmi les Américains avec mon petit pitou, là. Et puis, les Américains me parlaient en anglais, puis moi, je leur répondais en français parce que le langage était limité entre nous autres, là, tu sais, là. Ça a dû être difficile pour vous, après avoir passé votre enfance dans les bois, de rentrer à l'école en première année? Oui, c'était difficile. La première journée que ma mère m'a emmené à l'école, elle m'a emmené, puis moi, je pensais qu'elle était pour rester avec moi. Puis j'étais bien déçu parce qu'elle est partie. Ouais, Est-ce que c'était une école, quand vous êtes rentré à l'école, est-ce que il y avait une classe
Non, 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 c'était les anciennes écoles, là. On me souvient, là, l'école avait 2 étages, puis le 3e étage, c'était le toit, ça c'était pour loger une des maîtresses d'école qui demeurait là, tu sais. C'était les écoles avec les toilettes à l'extérieur, les toilettes sèches là, pour les garçons et les filles. Pas d'électricité, parce qu'on était avant 31. Pour l'eau, c'était un puits. Puis est-ce que c'était des classes pour les garçons, une classe pour les garçons, une classe pour les filles? Je me souviens qu'il y avait des filles dans notre école, dans mon école, dans ma classe. C'est parce qu'on était, on était classés plutôt par première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Donc, on devait englober les filles. Les filles étaient toujours plus brillantes que les gars. Je ne sais pas pourquoi, là. Mais c'était comme ça. Et puis, ça n'a pas changé. Ouais, vous avez raison. Vous avez raison. Mais à mon souvenir, là, c'est ça. Il avait les classes, le tableau noir, puis la grosse chaudière qui trônait quand on avait soif avec une tasse en granit pour la classe. Et puis le gros poêle à 2 ponts. Ça chauffait. Chaque classe avait, j'imagine, son poêle à 2 ponts. Puis on devait monter le bois au 2e étage, quand j'étais au 2e étage, à brosser. C'était les garçons qui faisaient ça, naturellement. Les filles auraient dû épousseter ou balayer, peut-être qu'il y avait un autre travail. Nettoyer le tableau. Oui. Et puis, je me souviens que quand il faisait froid l'hiver, on était tous au côté du poêle. Puis à mesure que la classe se réchauffait, on s'éloignait du poêle. C'est là. Oui, c'était... Étiez-vous un bon élève ou si vous faisiez souvent l'école buissonnière? Je pense que j'étais un bon élève. Pour le temps que je suis allé là, je suis allé jusqu'en... Je pense qu'on faisait jusqu'à la 6e année. On appelait ça notre université, nous, là, tu sais. Quand tu étais rendu en 6e année, tu te dépêchais d'aller travailler. J'ai quitté la 6e année, puis je suis allé à l'école d'arts et métiers pour apprendre l'électricité. Probablement qu'on m'enseignait l'électricité et un petit peu de 7e année, là, tu sais. C'était mon bagage. Donc, vous êtes parti pour Toronto, vous étiez relativement jeune? Ouais, 18-19 ans, quelque chose comme ça, là, tu sais. J'avais commencé tard parce que aujourd'hui, les jeunes, ils commencent l'école 5 ans, 6 ans, tu sais, là. Peut-être que j'avais 7 ans, là, 7 ans révolus, là, tu sais. C'était long, là, tu sais, là. Ça a été long avant de quitter les bancs de l'école. J'étais pas tannant, mais j'étais pas une tête à Papineau non plus, là, tu sais. Ah, OK. Mais vous avez fait beaucoup de choses, donc vous avez sûrement... C'est ça qui m'a aidé, là, tu sais, là. Le fait de toucher un peu toutes sortes de choses, ça m'a donné le goût de ne pas laisser battre par les autres, là, tu sais. Même à ma retraite, là, les gens de mon âge hésitaient à s'embarquer, à jouer avec des ordinateurs, là. Tu sais, je me suis payé un cours là, d'un jeune là, qui était plus brillant que moi. Il est venu me montrer comment que ça fonctionnait, les ordinateurs, tu sais, puis j'ai réussi à écrire les 2 livres, là, tu sais, juste avec un doigt. C'est ça, vous avez toujours eu le goût d'apprendre. Oui. Sauf que l'école n'a peut-être pas été le système le plus parfait pour vous. Non, pas nécessairement, tu sais, là. Je pense que la vie m'a enseigné beaucoup de choses, là. Je me souviens, tu sais, il y avait une méthode de toucher le clavier, là, avec tous les doigts, mais je n'ai jamais pu, là. Même s'il y avait des signes sur les lettres, là, je n'ai jamais pu, là. Puis ça, c'était un avantage, hein. Ça me permettait de réfléchir, tu sais. Oui, c'est ça. Tu sais, tu pouvais... ouais, puis il y a des méthodes, là, tu sais. Il y a des dictionnaires maintenant que tu peux incorporer, tu sais. Tu peux te faire aider, là, tu sais. Puis il y a toujours, là, le final pour le livre, là, tu sais, là. Que tu trouves une bonne vieille maîtresse d'école, tu dis là, il faut que tu m'aides à corriger ça, là, tu sais.
C'était pas inné, là, la correction pour moi. Pourtant, j'ai pas trouvé de faute encore. Ouais, mais j'ai eu de l'aide, hein. J'ai eu de l'aide, là. Bon, là, je reviens à votre oncle Pat, Oui, qui oui. avait un épagnol. Oui, oui. Ah, ça, ça revient, ça. J'aime raconter ça. C'est on est en forêt, on est dans le bois, on est loin de chez nous. Puis c'était une journée de marche, tu sais, parce que on n'a pas l'automne, on n'a pas de moyens de communication. Puis on s'aperçoit que un des chiens de mon oncle, il nous quitte pour descendre au village. Puis on s'aperçoit que après quelques jours, il revient au village. Il avait besoin d'aller voir la parenté en bas. Puis on s'est dit, hey, baptême. Les hommes, ils ont dit, bien simple, on va servir du chien comme pour la poste, tu sais, envoyer une lettre. Puis, tu connais tes chiens, à un moment donné, là, tu t'aperçois que là, il s'ennuie, il veut partir. Fait que là, on glissait une lettre dans son collier. Puis, il descendait en bas. Puis, 3-4 jours après, il revenait avec une lettre d'en bas. Parce qu'on avait une tante qui était maîtresse d'école. On pouvait communiquer, tu sais, là, c'était plaisant. Fait que c'était ça qui était c'était la malle, c'était le postier, c'était celui il pouvait nous emmener des nouvelles d'en bas. Mais quand vous racontez cette anecdote-là, vous dites que le chien indépendant descendant au désert, puis là, vous mettez entre parenthèses au village. Bon, ça, là, quand tu es dans le bois, puis tu dis descendre au désert, c'est désert ici, là. Le village est désert. Il n'y a pas plein d'arbres comme en forêt. C'est ça l'expression des gars de bois. Moi, je m'en vais au désert. Tu sors du bois. Tu sors du bois. C'est ça. C'est une expression de gars de bois. Je m'en vais au désert. Je m'en vais au désert. Bon, oui, ben, c'est la première fois que j'entends ça. Ah non, mais il y a des expressions là, que je n'ose pas nommer qui sont typiquement des gars de bois, là, mais tu sais, c'est ça, là. Puis votre mère, elle vendait des pots d'écureuil 10 sous. Oui. Ça, là, elle avait une petite 22, puis on avait 10 sous pour une pot d'écureuil. Puis elle a toujours dit que c'était durant la guerre, ça. Et puis elle a toujours dit qu'elle faisait son... Parce que ces pots d'écureuil-là servaient à isoler les manteaux des aviateurs. Strictement. Strictement. On vendait ça pour ça. Ils servaient de la peau d'écureuil pour isoler tu sais, les beaux manteaux de cuir des aviateurs. Mais c'était doublé en peau d'écureuil pour les tenir au fou. Parce que ces avions-là, c'était pas tout isolé comme aujourd'hui. Mais de la peau d'écureuil, c'est parce que c'est mince? C'est pas cher. Ah. C'est pas cher. C'est le moins cher. C'est une des raisons. Puis votre mère, elle chassait... Ben, il y en avait plein autour du camp, puis elle chassait ça. Puis on les plumait. Mm-hmm. Toutes les fourrures. Même que je me souviens que mon père capturait même des moufettes. Il y avait un truc pour la moufette qu'il m'avait enseigné, c'est que dès qu'elle est capturée, si je la capture avec un collet, il faut que les pieds ils partent de terre pour pas qu'elle se débatte puis qu'elle lance son liquide. Fait qu'il y avait une brimbale, un contrepoids, une brimbale. On appelait ça une brimbale, du moins. C'est un contrepoids, là, qui fait que quand l'animal est pris au collet, c'est qu'il se débat, il décroche la brimbale monte l'animal dans les airs, puis là, il est pendu, puis il meurt là, tu sais. Puis là, tu vas ramasser, c'est mieux que tu vas ramasser la moufette quand tu n'as pas lâché son liquide, là, tu sais, là. Puis le pot de moufette, ça allait... J'ai fait des recherches là-dessus. Je pense qu'il y avait 35 sous à peu près pour une peau de moufette. C'était pas... Tu faisais quoi avec la peau de moufette? J'ai aucune idée. Non, je ne peux pas répondre à votre question, là. Ça aurait été spécial. Peut-être qu'on faisait des collets en les teignant ou quelque chose de même, là. Parce que c'est une belle fourrure, une fourrure assez longue, là, tu sais. Mais ça a perdu de sa valeur. Plus maintenant. Je ne pense pas que les trappeurs, maintenant, récoltent ça beaucoup, là, tu sais. Oui, oui.
Vous parlez dans vos livres que vous avez beaucoup aimé les petits animaux, ça a été un des moteurs dans votre vie, mais vous avez aussi par ailleurs beaucoup chassé. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre le fait d'aimer un genre animal puis de chasser par ailleurs? Euh, oui, probablement, sauf que ce serait d'être hypocrite si tant que je vais manger de la viande, ça vient d'un animal. Ce serait hypocrite de dire que c'est méchant de tuer un animal tant que je vais manger de la viande. Ceux qui mangent de la viande, puis qui prennent ça au marché, ils vont dire ah, ben c'est pas pareil, parce que c'est pas eux autres qui l'ont tué. Non, je vais être assez franc avec moi-même. Si je mange de la viande, ça vient d'un animal, je me garde le droit de chasser. Oui, mais ça vous fait pas un peu mal? Émotivement, là, je vois un chevreuil qui me regarde avec ses beaux grands yeux. Il me semble que je ne serais pas capable de... Je vous avoue que je ne les tue pas alentour de la maison. Mais à un moment donné, vous êtes capable de vous dire... Oui. C'est bon. Assez que hier, ma fille est arrivée puis elle a photographié un chevreuil juste l'autre côté de la rue. Vous êtes passé là. Celui-là, je ne pourrais pas le tuer. J'ai déjà tué des animaux domestiques. J'ai déjà tué des visons parce qu'on en avait 2000. Les 15 premiers vous arrachent le cœur. Après ça, ça devient plus difficile. Mais je comprends les gens qui ne veulent pas qu'on porte la fourrure. Je comprends les gens qui ne veulent pas qu'on porte la fourrure. Ça, c'est un luxe. Est-ce que manger de la viande, c'est un luxe? Quand je serai végétarien, peut-être que je trouverai que c'est un luxe. Ben, c'est un luxe pour la terre parce que ça coûte cher à l'environnement. Oui, c'est dur, hein? Oui, c'est ce qu'on dit, là. C'est pas si grave que ça. Ben, mais il y aura peut-être une évolution qui va se faire. Je me souviens, moi, que j'avais 15 ans, puis j'allais à la chasse avec mon père, puis je voyais une perdrix, puis mon père trouvait la perdrix tellement belle, il disait « Tire pas, elle est trop belle. » Pow! Tu sais, là. Puis qu'en vieillissant, on devient plus sensible à ces choses-là. Tu sais, là. Quand on est jeune, c'est différent. Tu sais, là. Puis peut-être qu'en vieillissant, on mange moins de viande aussi. Là, tu sais, là. Est-ce que, quand vous allez dans le bois aujourd'hui, est-ce qu'à l'époque, il y avait beaucoup plus de faune dans le bois? Est-ce qu'il y avait plus d'ours, plus de chevreuils? On a... Je pense qu'on a plus de gibier à chasser maintenant qu'il n'y en a jamais eu. Pourquoi? Parce que quand j'étais jeune, tout le monde avait un fusil. Tout le monde allait à la chasse. Puis le gibier sauvage, c'était une partie de la viande que tu mettais sur la table. Aujourd'hui, on le fait pour le sport. C'est réglementé. Puis souvent, dans les zones où on va chasser, ce sont les biologistes qui disent, bon, ben là, il y a une certaine quantité d'orignaux ou de chevreuils qu'on peut tuer. Okay. Pour ne pas... Le cheptel est plus suivi. Est plus suivi. Et je pense que c'est plus réglementé, puis c'est plus normal la manière qu'on chasse aussi. Mais il y a encore beaucoup de braconniers. Oui, ça va peut-être prendre une génération ou deux, là, encore, avant parce que ça, les braconniers, c'est de génération en génération. Il y a des gens qui ne conçoivent pas qu'on ne puisse pas tuer un animal parce que ça appartient à tout le monde. Tu sais, ça vient de loin, ça, là. Quand on est arrivé par ici, nous, je parle des Européens qui sont arrivés au Canada,
chasser, c'était pas permis en Europe. C'était les seigneurs ou les rois qui pouvaient chasser. Là, ils ont pris, pour 400 ans, on a été chez nous ici, puis on avait droit de chasse, tu sais, là. Puis on était les seigneurs, il y avait un animal, c'était pour nous. Si vous lisez dans la Bible, c'est supposé qu'ils disent que on se sert de l'animal, que ce soit pour offrir aux dieux ou le manger, c'est pour nous servir. La mentalité change, là. Mais tu sais, on a été élevé comme ça, puis les générations qui s'en viennent réalisent que ça peut-être pas juste pour nous servir les animaux, mais ça prend du temps. C'est une grosse machine, puis ça va changer à un moment donné, mais je suis vieux jeu encore. Est-ce que votre façon de chasser a changé? Est-ce que votre méthode de chasse a changé à travers les années? Oui, elle est plus réglementée. Il y a des saisons, on va dans des endroits où c'est permis. Quand on était jeune, je me souviens, j'ai un panache de chevreuil ici, là, qu'il n'a peut-être pas été tué dans les limites permises. Les règles de l'art. Mais c'était comme prouver quelque chose. Tu sais, là, l'Africain qui tue un lion pour prouver qu'il est un homme. Il n'y a pas juste de fumer une cigarette ou prendre une bière. Il peut y avoir différentes méthodes de prouver que tu es un homme. Puis peut-être que la chasse, ça l'est à date. C'est encore un... époque, Oui, même à cette époque. OK. Ça diminue, là. Mais il n'y a pas si longtemps, les chasseurs aimaient bien se promener avec une tête d'orignal sur le capot de la voiture. Ils le laissaient quand il marchait tout seul. Mais maintenant, on n'est plus... on fait plus attention, on est plus respectueux de la pensée du voisin. Ah, oui, mais à l'époque, tout le monde trouvait que c'était normal d'avoir... Oui, c'est ça, mais ça change maintenant, là. OK, fait que là, les gens... On est rendu avec les accommodements raisonnables. Même dans vos techniques, là, étiez-vous à court avant, puis là, vous êtes à chasser à cache? C'est différent, là. Tu sais, là, je me souviens d'avoir vu d'avoir connu des chasseurs qui... c'était le gibier rapporté qui comptait. Je me suis fait compter des collets pour les orignaux, des manières de braconnage, là, tu sais, qu'aujourd'hui, tu vois ça bien, bien différemment. Ça s'en vient, là. Peut-être qu'à cause du braconnage, qu'ils vont chasser l'hiver, mais ça... Mais le fait que le marché de la fourrure est tombé, il n'y a plus grand raison d'aller chasser, sauf pour la viande. Non, la fourrure, c'est pour la peau, c'est pas pour la viande, cet animal-là. Là. C'est pour la peau même, c'est pour la fourrure. Il y a la trappe pour la fourrure, puis il y a la chasse pour la viande. Okay. C'est pas les mêmes animaux. C'est pas les mêmes animaux. C'est pas les mêmes animaux. Un loup ne se mangera pas, Okay. c'est pour la fourrure. L'ours, ça se mange pas. Puis l'ours, il y en a qui vont le manger, mais il faut être des connaisseurs. Puis le castor? Le castor aussi, mais il faut être connaisseur encore. En avez-vous déjà mangé, le castor? J'ai mangé du castor. Tous les trappeurs, les vrais trappeurs ont tous mangé du castor. Mais maintenant, le jeune moins. C'est plus pour la fourrure. Okay. Mais c'est très bon à manger. Les Indiens, c'était un délice pour les Indiens. Nous, moins. Parce qu'on a été habitués avec le bœuf. OK. C'est un goût très fort, j'imagine? C'est très fort. Très fort. Il faut être habitué. Ça goûte le castor. Mais le gros problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas assez faim. On mange 3 repas par jour. Si on mangeait un repas par 2 jours, le castor serait bon. C'est toujours une question. Souvent, on regarde les personnes dans un centre d'accueil, puis ils mangent comme un petit oiseau. Je les comprends. On a mangé en masse, là. On s'aperçoit que notre nourriture a diffère d'une personne de 20 ans. Vous avez jamais eu faim? Non, on a été chanceux. On n'a jamais eu faim. On était pauvres, mais on ne savait pas. Aujourd'hui, on juge la richesse d'une personne
aux choses qui... Possible. Mais dans ce temps-là, on était tous pareils. On était tous pauvres pareils. Il n'y en avait pas de riches. Puis les riches, ils venaient des États-Unis. Puis ils venaient des États-Unis, puis ils s'habillaient comme nous autres. Il n'y avait pas d'électricité quand ils étaient ici, puis il n'y avait pas de téléphone. Ils s'habillaient comme vous autres? Sensiblement. Ah, ok. Sensiblement. J'ai vu le père Meek, un Américain, qui est venu par ici peut-être 50, 60 ans. Puis à mesure qu'il me donnait, les filles qui travaillaient au club étaient obligées d'y mettre une pince, ragrandir son pantalon par en arrière. Et puis nous autres, on riait bien, parce qu'on disait, si on avait de l'argent comme lui, il n'était pas question qu'on garderait ces pantalons-là. Puis il prenait l'avion avec ce pantalon-là. Puis il y avait une fente en arrière, là, tu sais, parce qu'il était bedonnant. Et puis, c'était pas nécessairement de la bonne couleur, tu sais, là. Est-ce que des fois, quand vous partiez en chaloupe, là, vous disiez que vous étiez assis un en face de l'autre, est-ce que vous vous imaginiez qu'est-ce que c'était d'être assis de l'autre bord? Est-ce que vous Oui, je me souviens que quand Albert Morin a guidé le prince Philippe, qui est venu ici au club, la première chose que le prince Philippe a voulu faire, c'est de prendre la place d'Albert. Il a dit, Albert, aujourd'hui, tu vas pêcher, puis c'est moi qui va te guider. Puis on a une belle photo de ça, là, tu sais, là. Ces gens-là, ils étaient heureux comme ça, là, tu sais. Je pense, moi, que le fait d'être riche, ils s'en revenaient ici, puis ils pensaient peut-être à leurs ancêtres ou quelque chose de même. Ils revivaient à une période qu'ils auraient aimé à vivre. Mais là, ils étaient à New York. Mais quand il y avait une chance, ils s'en venaient ici dans le bois avec les mouches, puis les maringouins, puis les feux de cheminée. Ils étaient heureux, tu sais, là. Je pense qu'ils nous trouvaient peut-être plus heureux qu'eux autres. Parce que je me souviens d'avoir guidé un Américain, puis il dit, on avait de la misère à correspondre ensemble, là, souvent. Puis cet Américain-là, plus tard, j'ai su qu'il s'était suicidé à New York, tu sais. Fait que, malgré tout, on n'était pas... Nous autres, nos maisons étaient pas assez hautes pour se suicider. Puis vous imaginez-vous aller à New York, vous autres? Il y en a qui sont allés. Il y en a qui... Moi, j'avais connu Toronto. C'était assez gros pour moi. Tu sais, là, je ne voulais pas me perdre dans New York. Là. New York, là, tu sais, là, non, on prend goût, tu es chez vous, tu as une manière de vivre, tu es heureux. Si j'avais eu à vivre dans la ville, je serais allé en ville, parce que j'aurais pu le faire. Non, j'aimais mieux vivre plus pauvre, peut-être moins travailler, tu sais, là, ou travailler à mon goût, disons. Quand tu travailles, tu as une ferme d'élevage ou tu élèves des abeilles ou tu travailles dans la réserve Mastigouche, c'est parce que j'aimais ça. J'ai toujours privilégié vivre à mon goût plutôt que de vivre riche. C'est ça. Ça a été quoi le plus gros stress de votre vie? Aller en ville. As-tu une autre question? J'aurais une dernière question. C'est bon. C'est bon? Bon. Dernière question. Si vous aviez à nouveau 10 ans, est-ce qu'il y aurait quelque chose que vous aimeriez faire, que vous n'avez jamais fait dans votre vie? Puis là, je parle comme, je sais pas, élever des animaux étranges ou remonter dans le nord en traîneau à chien ou aller à New York, mais sinon... On dit tout ça, là. Si c'était à recommencer, puis je suis bien, bien heureux de ce que j'ai fait. Si c'était à recommencer, j'irais un petit peu plus à l'école. Probablement que ça aurait été, j'aurais réussi plus que j'ai réussi là,
Mais si je ne l'ai pas réussi, c'est parce que je ne suis pas allé à l'école assez. Si j'aurais à recommencer ma vie, ce serait de je ne sais pas, moi, souvent on va dire à ma femme, là, j'aurais été capable de faire un médecin, puis elle m'approuve, là, tu sais, là, j'aurais été capable d'aller dans l'enseignement, tu sais, là. Je pense qu'il n'y a pas de limite à un jeune qui veut. Mais pour un jeune qui a fait sa 6e année, comme moi, puis d'écrire 2 livres, c'est le top. On ne peut pas demander mieux. C'est ça. Tu sais, là, j'ai fait ce que je voulais. Si c'était à recommencer, je le ferais probablement mieux. Mais je pense qu'on se met des œillères, on se met des limites. On dit, bon, là, moi, tu sais, je ne me voyais pas, là, à 50 ans, écrire 2 livres. Il a fallu que j'attende un petit peu plus, là. Si, je dirais à un jeune, là, si je veux faire ça, puis qui ne veut pas écrire un livre? Moi, là, tous ceux que j'ai connus, là, ils voulaient à un moment donné, ils veulent, là, tu sais. Sauf que c'est trop compliqué, j'ai peur de me faire des fautes. Si tu fais des fautes, il y a quelqu'un qui va les corriger. C'est pas l'ordinateur. Tu sais, j'ai pas d'ordinateur, tu le prends l'idée, là, tu sais. Je pense qu'il n'y a rien qui empêche une personne de faire ce qu'il veut. Sauf que faut faire comme comment je dirais bien ça? Il faut faire comme le taureau là, qui arrive dans la clôture. Là. Pouf, tu arrives dans la clôture, puis advienne que pourra. À un moment donné, tu vas tout de même la traverser, la maudite clôture. Là, tu sais. Parce que vous savez pourquoi il veut traverser la clôture, hein? Tu te mets de l'autre bord. Est-ce que quelque chose que vous ne referiez jamais? Je ne referais jamais. Non. Vous avez le droit de répondre non. Non. Moi, je vais vous faire une confidence. La première fois que je vous ai vu, j'étais certaine d'avoir affaire à un intellectuel. Et j'étais tellement surprise quand vous avez commencé à parler, à dire tout ce que vous aviez fait. Ça correspondait tellement pas à l'image que je m'étais faite de vous. J'étais comme, aïe, il va falloir que je revise mes premières impressions. C'est bien drôle, hein? La première impression d'une personne, c'est que moi, je ne sais pas de où j'ai été chercher ça. C'est-tu à Toronto? Je pense que Toronto, pour 22 mois, m'a influencé beaucoup. Parce que je ne serais pas la première personne à vous dire ça? Non. Je suis froid de prime abord. On dit, il est froid un petit peu, là, tu sais, là. Toronto, à un moment donné, le genre, la technique des anglaises est que, mettons, tu vas dire en anglais, moi j'aimerais ça, j'avais dit en anglais, lui parle espagnol, moi j'aimerais ça l'espagnol. Il me dit, tu serais mieux d'apprendre l'anglais pour commencer. Ça te donne une idée de l'idée. Eux autres, tout est centré sur la langue. Si tu bégayes un peu l'anglais, tu viens de descendre d'une coche. Moi, j'ai réalisé très, très tôt que je serais dans la zone seconde à Toronto, parce que j'aurais toujours un accent. Même si je parlerais anglais, parfait. Il y aurait toujours le petit accent québécois qui trahirait, tu sais, là. Ils sont durs là-dessus. Je me souviens qu'une voisine à Toronto me dit de la langue québécoise, mais vous, elle me souvient de l'expression, mais vous ne parlez pas elle me dit ça en anglais, mais vous ne parlez pas à la française. Tu sais, il aurait fallu que moi, en tant que Québécois, je parle avec un accent parisien. Ça aurait été mieux, tu sais, là. Sinon, je ne peux pas parler parisien. C'est l'expression qu'elle a utilisée. You don't speak Parisian French. Tu ne parles pas le français parisien. Mais non, je ne peux pas parler le français parisien. Je viens de Mandeville.
Et même, je trouve que avec l'ensemble des ateliers qu'on a fait, des rencontres, là, j'ai plus beaucoup de gens qui parlent avec l'accent que moi j'ai entendu quand j'étais enfant. Il me semble que le français s'internationalise de plus en plus, même à Mandeville. On fait attention. Avant, j'étais des chevreux, Ben oui. puis il faisait fret en hostie. Puis il y avait des chars. On avait des chars, des petits chars, puis il y avait un esprit de beau bumper. Qui pèse sa suce. Ouais. Puis là, il arrive des Français par ici, ou il arrive d'autres. Tu sais, là, tu fais attention un petit peu plus, là. Mais même à ça, dans les ateliers rencontres, tu sais, c'était des gens de 70 ans et plus, la plupart du temps. Et j'ai pas entendu le parler Le vrai Québécois, là. Oui, oui. Non, Même ceux, j'ai un neveu qui est plus jeune, il a 50 ans, qui vient des îles de Berthier. Lui, il chante encore comme les gens du coin. Tu sais, il y a mon chum, là, Kenneth Charbonneau, il est de la même âge que moi. Lui, il n'était pas capable de... Il a le français 1930. Okay, il n'a pas lâché, lui. Il ne s'est pas prostitué, lui. C'est bon, c'est bon. Mais, C'est vrai que lui qui se cherchait. mais lui, là, il me fait rire. C'est une mémoire vivante. Tu sais, là c'était un ordinateur. En 1931, c'était au mois de juillet, c'était le 27. Puis sa mère était de même. Puis là, lui, assez que je l'ai enregistré plusieurs fois. Puis à un moment donné, ça servira. Tu sais, là. Hey, on a fait le tour du village. Puis là, telle place, là, c'était telle maison. Puis je me rappelle, la shop à canot à ton père était là. Puis telle affaire là, tu sais. Je vais vous donner une information. Vous ferez www.mémoirevivante.org. C'est un musée à... Non, je vais vous donner tantôt. C'est un musée à Saint-Jean-Port-Joli qui récolte tous les témoignages audio, visuels, ou en tout cas, je vais vous donner la référence. Si vous avez des témoignages à leur transmettre, ils vont être heureux de les garder. Ah oui. Les autres sont en train d'archiver des témoignages de tout Québécois, au Québécois. Tout ce qu'on a, là, tu sais, on veut le partager parce que Ça va se perdre. il y en a là, que des personnes à Mandeville, là, que ça aurait été des bijoux pour vous, là. Mm-hmm. Mais vous êtes 5 ans trop tard. Ouais, c'est ça. Tu sais, là. À Berthier aussi, ça aurait été pareil. Il y a des gens qui Tu sais, il me semble que ça fait 20 ans qu'elle a voulu faire ça, là, tu sais, là. Ça vient le ministère de la Culture vient de se réveiller, donc on est en train d'en perdre un bon bout. Mais on est un peuple jeune, là. Savez-vous qu'en France, ils sont en train, est-ce que c'est vous que j'ai dit ça? Oui, ils sont oui. en train de colliger Le langage des... la façon d'appeler tes vaches. Oui. La façon de faire bouger un troupeau. Donc ça, c'est loin, là, mais on va... Va-t'en. Est-ce que c'est beau?